Congolaises, Congolais, chers compatriotes, il y a 6 ans, je prenais congé de mes responsabilités en tant que président de la République, chef de l'État. Et fait inédit dans notre pays, en près de 60 ans d'indépendance. J'ai passé pacifiquement la main à un nouveau chef d'État. Depuis lors, je m'étais imposé un strict devoir de réserve, y compris quand j'ai fait l'objet, directement ou par mes proches interposés, de provocations, de déni de droit, d'humiliation, d'imputations dommageables et d'autres multiples atteintes à ma dignité. D'abord, parce que je suis convaincu que le temps est le meilleur allié de la vérité, un antidote lent mais puissant contre le venin du mensonge et de la délation. Mais aussi et surtout, parce qu'agir autrement aurait fait le jeu de ceux qui, par cette campagne odieuse, cherchaient à détourner l'attention de notre peuple de leur incapacité, aujourd'hui avérée, à répondre à ses attentes et aspirations. J'ai enfin décidé de briser ce long silence, de sortir de ma réserve et de m'adresser à vous parce que l'enjeu est de taille. Il est même existentiel. Non pas pour ma famille politique ou biologique, moins encore pour ma modeste personne, mais plutôt pour la nation congolaise et pour l'avenir de notre cher et beau pays. J'ai décidé de briser le silence parce qu'au vu de la situation que traverse notre pays, continuer à me taire m'aurait rendu poursuivable devant le tribunal de l'histoire pour non-assistance à plus de 100 millions de compatriotes en danger. Je saisis cette opportunité pour partager avec vous mes réflexions et participer ainsi à la recherche de la solution à la crise que traverse notre pays, la République démocratique du Congo, terre de nos ancêtres, car il est gravement malade et son pronostic vital engagé. Mieux que quiconque, vous en êtes conscient, car vous en faites quotidiennement les frais dans votre chair et vous en payez le prix. Mes chers compatriotes, vu l'importance stratégique de notre pays et le rôle qu'il est appelé à jouer, j'avais, de l'avènement au pouvoir du chef de l'État actuel, conclu avec lui un accord donnant naissance à la coalition entre nos forces politiques respectives. À propos de cet accord, beaucoup de contre-vérités ont été dites, y compris, fort malheureusement, par celui qui est censé connaître la vérité, parce qu'en étant l'un de deux principaux signataires. En attendant qu'au moment opportun, la vérité soit rétablie, preuve irréfutable à l'appui, permettez-moi pour l'instant d'affirmer qu'en ce qui me concerne, la conclusion de cet accord n'avait pour seule motivation que l'intérêt supérieur de la nation. Par cet accord de mutualisation de forces, j'entendais en effet permettre à mon successeur d'exercer dans la direction des affaires de l'État plus de pouvoir effectif que ce que la faible représentation de sa famille politique au sein de la nouvelle Assemblée nationale était en droit de lui conférer.
Je voulais par ailleurs faciliter le fonctionnement harmonieux des institutions et éviter à la nation, comme à notre jeune démocratie, d'éventuelles crises politiques qui leur auraient été fatales. Cette première alternance pacifique et civilisée à la tête du pays avait suscité d'autant plus d'espoir qu'en janvier 2019, notre pays s'est trouvé en bien meilleur état qu'au moment de ma propre accession à la magistrature suprême en janvier 2001. Alors que j'avais trouvé un pays au bord de l'implosion, miné par une longue dictature et des guerres, sans institutions républicaines, économiquement en faillite et socialement déchiré. Bref, un pays dont l'incertitude des lendemains menaçait la stabilité de toute la région. Le 24 janvier 2019, j'avais en effet légué un bien meilleur héritage à mon successeur, à savoir un pays réunifié, largement pacifié et dont les limites territoriales correspondaient exactement à celles qu'elles étaient au 30 juin 1960. Une nation reconstituée, réconciliée et fière de sa diversité. Un État doté d'une constitution progressiste et des institutions fonctionnant harmonieusement. Une économie dynamique et résiliente et débarrassée du fardeau de la dette hérité de régimes antérieurs, du fait de multiples réformes structurelles engagées. Une armée nationale républicaine de plus en plus professionnelle et capable de relever le défi de la défense de l'intégrité du territoire national. Une démocratie en constante consolidation, avec notamment l'organisation sur fonds propres d'un troisième cycle électoral. Le cœur serré, je constate qu'à peine 6 ans après, ce bel héritage en indivision, légué à l'ensemble de notre peuple, a été complètement dilapidé par celui qui en avait reçu la garde. Que notre pays offre un spectacle de plus désolant et qu'il suscite d'autant plus de désespoir au sein de notre peuple et de pitié et de moquerie à travers le monde, que l'inconscience de ses dirigeants ne permet aucun espoir de redressement. Cette détérioration rapide de la situation générale du pays est principalement due à l'iverse du pouvoir sans limite. Le nouveau dirigeant s'illustre en effet par une série de remises en cause, reniements et violations intentionnelles de la Constitution, avec en toile de fond la volonté irrésistible de concentrer tout le pouvoir entre les mains d'un seul homme au mépris du pacte qui cimentait la cohésion de notre peuple. Le premier acte de remise en question de ce pacte républicain, véritable socle de stabilité et de cohésion nationale, a consisté à violer délibérément la Constitution et les lois pertinentes lors du premier remaniement de la Cour constitutionnelle par le président de la République. La violation de ce texte juridique, fondement de tout état de droit, pour de simples raisons de confort politique
est devenue, depuis lors, une marque distinctive de la gouvernance de notre pays. Dans le même esprit, en décembre 2020, il fut organisé un coup d'État institutionnel à la suite du renversement en pleine mandature d'une majorité parlementaire, pourtant dévolue par le peuple souverain, ainsi que le gouvernement qui en était issu. S'en sont ainsi suivis la nomination illégale de membres de la Commission électorale nationale indépendante, ainsi que le simulacre des élections de décembre 2023, organisées en violation du cadre juridique et de normes internationales pertinentes, qui, par une ampleur sans précédent de la fraude, ont amplifié l'illégitimité des institutions et de leurs animateurs. Le coup de grâce a été donné par l'annonce du projet de changement de la Constitution, un projet dont la réalisation liquiderait totalement le consensus national de Sun City. Les conséquences négatives de cette gouvernance non orthodoxe sont pour le moins stupéfiantes. Le pays est ainsi devenu un espace de non-droit. La République a cessé d'être démocratique et la volonté du chef de l'État tient désormais lieu de loi suprême, supplantant la Constitution et les lois. En revanche, érigé en politique du gouvernement, le populisme et la démagogie, le mensonge et l'arrogance, la discrimination et la stigmatisation de certaines composantes de notre peuple, l'institutionnalisation du tribalisme et du népotisme, l'opposition de communautés nationales, les unes aux autres, le discours de haine et l'injustice ainsi que l'impunité ont d'autant plus aisément détruit la cohésion nationale et le vivre ensemble que l'opulence outrancière et le non-respect de la parole donnée sont les maîtres mots de la classe politique au pouvoir. Ce qui a rendu le pays fragile et donc vulnérable. Plus grave, le repli identitaire, dangereux pour l'édification de toute nation, a refait surface, avec ses vieux démons dont l'intolérance et la division est circonstance aggravante. Cela est non seulement toléré et impuni, mais aussi et surtout véhiculé et financé par les tenants du pouvoir. Face à cette dérive, le Parlement a abdiqué de sa mission constitutionnelle de contre-pouvoir. Il a ainsi cessé d'être le temple de la démocratie, le lieu par excellence de l'expression législative et la volonté du souverain primaire, pour ne plus être qu'une chambre d'enregistrement de la volonté d'une seule personne. Quant à la justice, garante constitutionnelle des libertés publiques et du socle de valeurs, qui structure notre identité et forge notre unité, elle a complètement démissionné de ses responsabilités, se laissant ouvertement instrumentalisée à des fins politiques. Elle n'est donc plus qu'un instrument d'oppression d'une dictature qui tente désespérément de survivre à contre-courant de l'histoire, par la terreur et l'imposition de la pensée unique. Rôle peu louable,
qu'elle partage avec les milices tribales, ainsi que la police et le service de renseignement, eux aussi détournés de leur noble mission de protection des citoyens et de sécurisation de l'État.